Bonjour à tous, aujourd'hui, thermique versus électrique. L'éternel débat. Alors tout de suite, on va clarifier les choses, on ne va pas essayer de démontrer ce qui est mieux entre l'électrique ou le thermique, mais plutôt on va essayer de débroussailler le sujet afin de voir quelle motorisation pour quelle utilisation. On parlera de budget mais dans un second temps. Je ne parlerai que de l'échelle 1/8 car c'est une catégorie que j'ai faite pendant à peu près une dizaine d'années. Je laisserai de côté les petites échelles et les plus grosses car je n'ai pas eu vraiment d'expérience en nitro du moins. À mes débuts, j'ai commencé comme beaucoup avec des jouets 1/10 électriques, mais je me suis rapidement tourné vers le nitro 1/8 avec un châssis orienté plus loisir en TT18, un Dagger Avio Racing, motorisé par un moteur ZX21, ce qui était à peu près l'équivalent d'un petit moteur OS d'époque. Par la suite, je suis passé sur un Hobao Hyper 7, motorisé par un Pico P3R, qui a servi au final en rallye-game, et puis sur un Pirate RS2 Pro Team retrouvé New Inbox, monté en Nova aussi, et au final, j'ai fini sur un Kyosho MP9 TK2, motorisé aussi avec un Nova aussi. Voilà pour la liste de mon petit parcours en nitro. En thermique 1/8, on utilise principalement un moteur de 3,5 cm3 de cylindrée. On trouve aussi des moteurs un peu plus gros, généralement des 4.6, mais ce sont des moteurs qui sont plus souvent réservés aux véhicules lourds comme les truggy. Ce sont des moteurs 2 temps, admission, compression, allumage, échappement. La bougie ne sert qu'à déclencher le premier allumage, les cycles suivants se font par auto-allumage. Le réglage de la carburation se fait avec un carburateur avec 3 réglages possibles, un pour la pointe, un pour la reprise et un pour le ralenti. L'embrayage est un maslot avec ressort de rappel. Le refroidissement se fait grâce à une grande culasse avec de nombreuses ailettes pour dissiper la chaleur. Un ensemble nitro complet se compose donc d'un bloc moteur et de sa bougie, d'un échappement ou ce qu'on appelle aussi un résonateur, d'un filtre air double mousse huilé, un embrayage 3, 4, 5 maslot à ressort, souvent qui est fourni dans le kit, une cloche d'embrayage 13, 14, 15, 16 dents, ça dépendra des circuits, et souvent aussi fourni dans le kit, et aussi un réservoir ainsi que de silurite qui est aussi fourni dans le kit. À ceci, pour démarrer, il vous faudra soit un lanceur, comme pour les moteurs qu'on trouve sur les tondeuses, soit un banc de démarrage équipé de ses batteries. Il vous faudra également un glow starter, ce qu'on appelle aussi un accu de démarrage. C'est un accu qui va venir chauffer le filament de la bougie le temps du premier démarrage. Il vous faudra aussi une pipette à carburant pour un remplissage précis. Et enfin, du carburant adapté. Les nouvelles normes imposent du carburant à 16% de nitrométhane. Il y a quelques temps, on était monté jusqu'à 33%. À l'époque, moi quand j'en faisais, c'était 25%, on était monté même jusqu'à 33% de nitrométhane. Je roule actuellement uniquement maintenant sur des châssis brushless. La motorisation ici est complètement différente. En brushless, on utilise principalement deux types de moteurs, soit des 42-68, comme ici, 10 moteurs courts, ou bien des 42-74, 10 moteurs longs. 42 c'est pour le diamètre, 68 c'est pour la longueur, 74 si c'est des moteurs longs. Ce sont des moteurs dits brushless, donc ce sont des moteurs sans charbon, et il n'y a pas de contact entre le rotor et le stator. Et ces moteurs fonctionnent en triphasé. Les moteurs longs apportent un plus en termes de couple et sont idéalement utilisés sur les châssis lourds comme les truggy. En midi par contre, on préférera des moteurs courts. La puissance du moteur est exprimée en kV. On utilise principalement en buggy des moteurs qui vont de 1200 à 2200 kV en TT1/8, ce qui est comparable à la puissance en gros d'un moteur de 3,5 cm3. Le réglage ici des paramètres du moteur se fera à l'aide d'un contrôleur de puissance. En TT1/8, on trouve principalement des contrôleurs qui vont de 140 à 250 ampères. Je vous renvoie à la vidéo du Hobbywing G3 où je parle justement de la différence entre les contrôleurs 140 et 200. Le réglage des contrôleurs se fait maintenant le plus souvent avec des boîtiers de programmation, voire même en Bluetooth avec smartphone. Pour lier votre contrôleur à votre moteur, il faudra du câble gainé silicone,
de préférence en 12 AWG. On peut utiliser aussi du 10 AWG qui sera plus gros, mais par contre moins flexible. Je vous renvoie également à la vidéo du tuto soudure si cela peut vous aider. Le carburant ici sera des batteries spécifiques dites LiPo. Ce sont des batteries lithium polymère. On en trouve de différentes capacités. Le truc à retenir ici, c'est que plus la capacité est grande, plus on embarque d'énergie. Ce qui peut être aussi comparable à une autonomie en nitro. Également, plus on embarque d'énergie, plus on embarque de poids. Le poids étant l'ennemi de la performance, il vous faudra faire des compromis. Autre point important sur les LiPo, l'indice C. C'est ce qu'on appelle le taux de décharge. Pour faire simple, plus le nombre de C est important, plus le taux de décharge l'est aussi. Cela signifie que la batterie ne peut pas s'effondrer sous un appel de courant important. Mais encore souvent, plus le taux de C est important, plus les batteries sont onéreuses, donc c'est un compromis à faire. Afin de charger vos batteries, un chargeur adapté sera indispensable. Ici, le budget sera dépendant de la puissance de charge et du nombre de sorties. Un chargeur 2 voire 4 sorties permettra de charger et équilibrer plus rapidement vos LiPo. Il est fortement conseillé de charger vos batteries dans des sacs de charge qui permettent de contenir les flammes de celles-ci quand elles prennent feu. Ça arrive, c'est très rare, mais on va dire que c'est obligatoire en compétition, donc honnêtement, le mieux, c'est d'en acheter. Voilà, maintenant que vous savez à peu près de quoi sont composés les éléments de chaque motorisation qui font évoluer votre modèle, voyons ensemble les avantages et inconvénients de chaque motorisation en restant le plus objectif possible. Le nitro, catégorie reine en RC, le nitro est considéré comme la vitrine de l'RC de par son bruit spécifique qui rappelle les modèles à plus grande échelle. Ça pue, ça fait du bruit, mais on adore. Le problème justement du nitro, c'est que ça pue et ça fait du bruit. Le bruit étant l'ennemi des citadins, les clubs acceptant le nitro sont plus souvent éloignés des habitations et de nombreux clubs maintenant ne peuvent plus proposer que de l'électrique. Tous ceux qui ont baigné un petit peu dans les RC vous diront que le nitro c'est un pilotage à part, ce sont des sensations uniques, bref, à kiffer énorme. C'est un peu comme conduire une vraie voiture, mais en plus petit. Alors oui, cela demande des compétences en réglage. Certes, tout peut s'apprendre, mais je dirais perso que si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure thermique, faites-vous aider au départ. Ça évitera des crises de nerfs de pourquoi ça démarre pas, pourquoi ça cale. Bref, honnêtement, le mieux c'est de se faire aider. Une fois qu'on a les bases, oui, c'est plug and play. On remplit le réservoir, on amorce, on démarre, et c'est parti pour une grosse dizaine de minutes, en fonction des réglages, en fonction du pilotage. Si vous avez des moteurs qui consomment pas trop et que vous avez un pilotage, on va dire, plutôt safe, vous pouvez même aller jusqu'à un bon quart d'heure de roulage tranquille avec un moteur thermique. L'avantage, c'est que dès que le réservoir est fini, à Rostorm, on remplit et c'est reparti. Le nitro a cet avantage que tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir, ça roule. Et tant que la température du moteur est ok, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Le brushless à l'inverse demande beaucoup plus de LiPo pour tenir par exemple une après-midi complète. Et demande de refroidir entre chaque pack, car la température élevée sur une longue période n'est pas vraiment permise en LiPo sous peine de destruction de l'ensemble rotor-stator. C'est des températures extrêmes qui dépassent, on va dire, 90-100 degrés, le moteur il n'aime pas trop. Pour ça qu'on évite de rouler plus de 10 minutes en compétition, en loisir à régime moins soutenu, on peut avoir des autonomies, on va dire, de 15-20 minutes sans gros problème pour le moteur. Le côté réglage du brushless a un gros avantage car ne demande pas de compétences spécifiques. Le plus souvent, les réglages de base du Vario servent pour commencer. Il suffit juste après de peaufiner avec une carte de programmation en fonction de vos préférences, mais honnêtement, d'origine, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de réglage spécifiques pour les moteurs brushless. Le brushless a aussi cet avantage que c'est une motorisation qui ne nécessite quasiment aucun entretien. Seuls les roulements moteurs sont à vérifier de temps en temps, il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu au niveau de l'axe moteur. Dès qu'il commence à y avoir du jeu, le mieux c'est de changer les roulements, comme ça vous êtes tranquille. Alors que par contre sur un thermique, ça demande beaucoup plus d'entretien, démontage, nettoyage, remontage après chaque sortie quand on est vraiment un petit peu pointilleux.
Honnêtement, c'est vraiment un truc que moi je conseille d'être très méticuleux avec les moteurs thermiques. Si on en vient à parler budget, c'est là qu'à mon avis, beaucoup vont se heurter. Je dirais qu'il n'y a pas de mieux entre nitro et brushless. Les deux demandent un budget conséquent à l'achat. Et ce que vous n'allez pas payer en entretien sur l'un sera répercuté sur un autre poste sur l'autre. Par exemple, un carburant de bidon de 5 litres de nitro en 16% vous coûtera nettement moins cher que 3 packs de lipo. Mais par contre, une fois que c'est vide, c'est vide. A l'inverse, le principe des batteries, c'est que c'est rechargeable. Bien entretenues, elles peuvent durer quand même plusieurs saisons. J'ai encore des batteries qui datent de très longtemps. Je m'en sers encore pour faire des petits runs loisirs tranquilles sans les forcer. Et par contre, elles fonctionnent toujours. Mais faisons quand même une petite simulation en termes de tarifs. Je ne suis pas sponsor, donc je ne mettrai pas de marque en avant. Et ce ne sont donc que des éléments de comparaison vraiment à titre indicatif. En nitro, par exemple, si on prend un pack pour un moteur 3,5 cm3, un moteur 3 transferts par exemple comme celui-ci coûtera donc 250 €, sachant que les moteurs de plus haute compétition peuvent monter jusqu'à 400, un peu plus de 400 €. Une bougie, il faut compter à peu près une dizaine d'euros. Un résonateur, donc l'échappement, il faudra compter à peu près 70-80 €. Un kit démarrage avec pipette, clé à bougie, glow starter, il faudra compter une trentaine d'euros. Un banc de démarrage, on va dire c'est pareil, il faut compter 80 €. Il faut penser aussi aux batteries à mettre dedans et le chargeur qui va vous permettre de charger les batteries du banc, de la clé de réception et voire même de votre accu d'émission de votre radio. Rajoutez encore une centaine d'euros. Je vous conseille aussi d'acheter des packs de mousse qui sont déjà huilées. On va dire on en trouve une 10-12 pour 25 €, c'est parce qu'elles sont déjà huilées et préparées d'origine, c'est quand même beaucoup mieux. On en trouve dans le kit, mais bon, honnêtement vous en avez pour un petit bout de temps avec une douzaine de mousses huilées, ça permet de faire déjà quelques plats. Sachant qu'il faut que la mousse du filtre à air soit vraiment assez propre. C'est pas conseillé de rouler avec plusieurs après-midi dans de la poussière, avec des mousses de filtre à air vraiment pleines de poussière, car ça causerait vraiment des gros dommages au moteur si la poussière rentrait à l'intérieur. Et enfin, pour finir, si vous prenez un bidon de 5 litres de nitrométhane en 16%, il faut coûter à peu près 35 €. On arrive à peu près à un total de 700 €. Si vous voulez vous rajouter un embrayage spécifique un peu plus sportif, il faudra compter entre 45 et 90 €. A noter qu'en nitro, par contre, vous avez besoin d'un cerveau supplémentaire. Il faudra un cerveau pour les gaz, un cerveau pour la direction. En brushless, il n'y a qu'un cerveau pour la direction. Sachant qu'un cerveau, un bon cerveau, ça commence, on va dire, dans une centaine d'euros, c'est toujours en plus sur la facture. Pour un brushless maintenant, on va dire qu'on va prendre un combo moteur-variateur avec un moteur un peu comme celui-ci en 42-68 2000 kV avec un contrôleur on va dire 200 ampères. Il faut compter à peu près 240-250 €. Une Lipo 4S, on va dire standard dans les 6600 mAh en 75C, il faut compter à peu près 75 €. Conseille au moins en avoir 3, le temps de recharger une, l'autre, etc. Donc les 3, ça vous fait déjà 225 €. Un chargeur double sortie, on va dire 10 ampères, de manière à pouvoir charger 2 batteries en même temps. Il faudra compter aussi 150 €. Des sacs de charge pour les lipos, ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut compter 20 € pour les deux. Un boîtier de programmation pour votre variateur, on va compter à peu près 45 € pour les derniers modèles. Soit un total d'environ 680 €. Donc vous voyez qu'en fin de compte, on arrive à peu près à la même chose. Si je prends par exemple mon MP10, vous avez le combo G3 en 1900 kV plus le Vario G3 en 200 ampères qui nous fait un total de 300 €. Des lipos 2x2S en 7200 HV ou 8200 HV, si j'en prends 3 x 2. Donc 6 lipos ça fait 240 €, le chargeur je le mets pour 150, le boîtier de programmation 45, des sacs de charge 20 €. Voilà, moi par exemple pour ma voiture j'arrive à un total de 755, donc c'est pareil, ça reste dans les mêmes prix.
On remarque donc que question budget, c'est assez équilibré quand même pour un combo de départ. Bien sûr que si vous partez sur du matériel plus haut de gamme, on va pas rester dans les mêmes tarifs et tout devient exponentiel en RC. Bien entendu, je ne compte pas tout le matériel et outillage annexe, mais cela a un coût et c'est à prendre en compte. Pour conclure, si je devais résumer et donner un avis perso sur la question, si vous aimez vraiment les moteurs à explosion, les réglages, le bruit, l'odeur du nitrométhane, que vous avez un budget assez conséquent quand même en termes d'entretien et que le club proche de chez vous accepte le nitro, oui c'est la motorisation que je conseillerais et même que je reprendrais. J'en vois déjà certains qui vont commencer à sourire. Par contre, si vous aimez le plug and play, plutôt sans entretien, des réglages via smartphone, un budget consommable quand même beaucoup plus contenu et plus compact, le silence, ah oui, tant qu'on n'a pas fait une course entière en nitro, on ne peut pas comprendre ce que c'est que de rouler en brushless. Au moins, on ne sort pas avec la tête comme un compteur à gaz. Honnêtement, le brushless c'est bien, c'est silencieux, c'est très bien. Bref, on ne peut pas comprendre. Eh bien, en fait, oui, donc oui, ce que je disais, si vous aimez tout ça, bah, par contre, le brushless est fait pour vous. Autre avantage, en brushless, les clubs, si vous voulez rouler en club, vous pourrez aussi bien aller rouler dans des clubs qui acceptent aussi bien le nitro que le brushless. Dernier point à prendre en considération, un moteur thermique a une durée de vie. En fait, sur un moteur thermique, l'ensemble chemise-piston est conique et donc la compression, au fur et à mesure de l'utilisation des litres qu'il va avaler, la compression va s'amuser, voire pour quasiment devenir nulle. Ça, on remarque tout de suite parce qu'en fin de compte, le moteur devient complètement arrêté. Donc le problème, c'est que au bout d'un certain temps, on peut changer l'ensemble chemise-piston. Honnêtement, c'est plus simple de changer carrément deux moteurs parce que généralement les roulements ont pris, le vibrant qui a pris, enfin tout la bielle a pris, tout l'ensemble a pris. Donc honnêtement, ça a un coût. Voilà. À l'inverse, un moteur brushless, vous surveillez vraiment les roulements, vous les changez dès qu'il commence à y avoir un petit peu de jeu. Honnêtement, un moteur brushless peut durer pendant des années. Ça ne nécessite quasiment aucun entretien si vous ne faites pas de bêtises au niveau électronique, au niveau soudure, à moins de faire des courts-circuits. Là par contre le moteur sera naze. Mais par contre si vous faites vraiment un entretien, on va dire basique, de surveillance, etc., vous ne faites pas de bêtises au niveau des connectiques, un moteur brushless peut durer des années. Moi c'est des moteurs brushless, j'en ai encore qui datent d'il y a plus de 10 ans, que je utilisais même encore en rallye game, et qui fonctionnent encore. Je n'utilise plus beaucoup parce que bon, ils ont pris un peu de l'âge, mais par contre ils fonctionnent toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour trouver la meilleure motorisation faite pour votre utilisation. J'ai sûrement oublié des choses, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des remarques. Likez, abonnez-vous, bref vous connaissez le texte, machin. N'oubliez pas l'RC, c'est que du plaisir, alors amusez-vous.